Oui, stand up, get up, plus tard. Donc du coup, ce matin, on va essayer de mettre en place un jardin, selon ce qu'on pense être judicieux en MSV, par rapport à ce qu'on a présenté hier sur arriver à l'autofertilité. Donc, hop. Bon alors, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de modèle type. Il faut bien avoir en tête qu'on n'amènera pas... Il faut bien avoir en tête, à mon sens, qu'il n'y a pas de modèle type. Et en tous les cas, moi, je ne présenterai pas quelque chose qui est une référence reproductible partout. Et du coup, parce que ça part de soi, et que c'est une expression de soi, le jardin, et que la nature a tendance à produire des lieux avec beaucoup de différences. Donc c'est difficile, en étant tous profondément différents, étant profondément différents, de pouvoir avoir un modèle type, et en plus en travaillant tous dans des lieux qui sont totalement différents, donc ça fait trop de paramètres pour normaliser le travail au point de reproduire partout les mêmes systèmes et les mêmes productions. On a déjà vécu ça, la normalisation du vivant, et on voit le résultat, quoi. Autour de soi, l'agriculture ultra-rationaliste là, qui a voulu normaliser et qui a calé sa nutrition sur la nutrition de la betterave dans le nord de la France, le résultat, c'est le pillage total des sols et tout ça. Donc du coup, la première chose, c'est qu'on part de soi, c'est une volonté de soi. Il n'existe pas de jardin sans jardinier, sinon c'est une zone sauvage. Et que de toute façon, ce jardin, enfin en tous les cas, et je le vois pour tous mes copains, il n'arrête pas de se construire. Donc il change tout le temps. À part quelques jardins là où on remet les tomates au même endroit, le machin, mais la plupart des gens qui sont un peu créatifs, on passe une année, c'est comme ça, l'année d'après ils ont une nouvelle idée, l'année d'après ils ont une nouvelle idée, et puis progressivement le jardin il est toujours en métamorphose, constamment métamorphose. Et tout ça, c'est difficile à mettre en œuvre parce que Bon, mais je me trompe à chaque fois. Parce que le vivant est complexe. Et c'est super difficile d'appréhender la complexité de ce dans quoi on travaille. Je me souviens, on avait fait venir une entomologiste qui a fait la biologie et elle disait quand on étudie le vivant en biologie, ça part de la génétique au paysage, l'étude des sciences naturelles. Et du coup, la génétique, c'est relativement simple, parce qu'en fait, on peut réduire le vivant à 4 molécules, adésine, thymine, cytosine, et je ne sais plus laquelle. Et avec ça, avec un logiciel, on fait des combinaisons, et on arrive à normaliser le vivant. Par contre, le paysage, en fait, c'est un ensemble d'unités qui interagissent les unes avec les autres, et les interactions, en fait, donnent naissance à de nouvelles données tout le temps. Donc on n'arrive pas à le normaliser. Je ne sais pas si vous voulez dire, 1 plus 1 dans un paysage, ça ne fait pas 2, ça peut faire 10, 12. Parce que, par exemple, je ne sais pas, moi je suis dans un milieu, il n'y avait pas d'eau, et puis il y a une espèce qui ne peut pas apparaître. Le fait que je mette de l'eau, cette espèce elle apparaît, et comme elle apparaît, elle fait venir autre chose qui transforme quelque chose et qui fait que... Et du coup, le paysage, c'est ça. Et donc elle faisait remarquer à juste titre, le paysan, qui paraît être la dernière roue de la charrette socialement, quoi, qui est le gros neuneu qui tourne en rond, qui a une image, je ne sais pas comme vous en Belgique, mais chez nous en France c'est le cutéreux, quoi. C'est celui qui n'est pas instruit, qui ne connaît rien. En fait c'est celui qui travaille dans la partie biologique la plus complexe, c'est-à-dire le paysage. Et il faut qu'il appréhende cette chose-là tout le temps pour pouvoir interagir avec lui et créer quelque chose d'à peu près harmonieux qui réussit à pousser, quoi. Et du coup, ça laisse sous-entendre que nous, en tant que paysans, ou jardiniers en fait, on est quand même vachement ambitieux de vouloir faire du jardin, quoi. C'est-à-dire, on arrive dans un espace qui fonctionne, la nature, on fait une page blanche et on construit quelque chose dans notre image. Donc on n'est pas fini, on n'y connaît rien et on travaille dans l'espace le plus complexe. Donc créer un jardin, c'est quand même, c'est pas facile. C'est quand même pas facile, quoi. Et ça demande d'être hyper créatif. Du coup, il faut développer plus une intelligence, à mon sens, du cœur que juste une intelligence de la raison.
ou associer les deux en tous les cas. À la fois quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose d'intuitif, quelque chose qui nous parle, et à la fois quelque chose qu'on organise avec la raison, la pensée, pour que ça puisse être cohérent, quoi. Donc ce qui fait que ça, c'est à mon sens, c'est... je suis perdu dans les flèches. Voilà. Ça peut se mettre en place avec du lien social. Je pense que c'est super important. Donc je reviens à MSV, ou les groupes que vous voulez former, ou les formations, ou la rencontre avec l'autre. Et pas forcément l'autre qui est que dans le maraîchage, en fait, ou qui est que dans le légume. Ça peut être l'autre qui prend du saut, ou quelqu'un qui fait autre chose. Et souvent, moi, je vois, il y a des choses que j'arrive à comprendre tout d'un coup dans le jardin, et c'est pas forcément un lien direct avec le maraîcher. Ça peut être une discussion avec quelqu'un qui me parle d'une chose qui est très très éloignée. Et en fait, par analogie, ça me permet d'évoluer dans mon système, quoi. Donc ça demande d'être un être quand même qui est ouvert et curieux à tout ce qui l'environne. Tout ce qui l'environne pour réussir à faire ça, quoi. Donc ce jardin qu'on va faire, il faut qu'il ait autour de lui une stabilité qui est assise sur des itinéraires calés, quoi. Qu'il faut surtout qu'il y ait une viabilité économique. C'est-à-dire que quand même, c'est des lieux qui sont tournés vers la vente, à moins que ce soit des jardins vivriers, mais si ce sont des jardins tournés vers le commerce, il faut qu'il y ait une viabilité économique pour pouvoir faire durer son jardin et avoir de quoi investir et pouvoir exister dans la communauté. Et donc, ça passe par un lien avec les consommateurs et des marchés qu'on appelle de niche, mais qui, à mon sens, sont de niche malheureusement parce que les autres doivent être de niche, les marchés d'exploitation, et que les marchés d'équité ne devraient pas être de niche, ça doit être des marchés évidents pour tous. C'est parce que je pense qu'on est pionnier dans cette vision du commerce. Entre autres, je cite les AMAP pour ça, quoi. Et j'espère un jour des marchés qui paraîtront plus évidents pour nos concitoyens, qu'en fait on n'est pas là pour profiter de l'autre, mais on est là pour s'aider mutuellement dans le commerce. Et du coup, tout ça, c'est ce que je viens de dire, en fait, il faut avoir une approche globale et holistique. C'est super important d'avoir une vision panoramique de ce que l'on fait tout le temps, même si on rentre dans le détail et qu'on va les titiller si les azotobactères ont une importance avec le carbone pour la production d'azote, c'est super important. Mais tout ça, il faut toujours le mettre dans un contexte plus panoramique, c'est-à-dire à la fois de la nature, mais à la fois de la société, à la fois de l'univers, et pourquoi pas des transcendances qui vont plus loin, quoi, du cosmos et tout le reste, quoi. Donc, oui. Donc voilà, ça c'était pour l'approche, je vais dire, un peu générale du jardin, et dans quoi je pense qu'il faut le placer, et que c'est super important de l'avoir en tête, et de ne pas perdre, et de ne pas se retrouver la tête dans le guidon et pédaler comme un con uniquement à produire pour survivre, mais prendre le temps de réfléchir pourquoi je fais les choses, dans quel sens, dans quel but, qu'est-ce que je m'y retrouve, est-ce que je m'y retrouve moi à l'intérieur. Ce qui est important, donc c'est ce que j'avais commencé à amorcer hier à dire, c'est-à-dire qu'on part d'un point A, qui est le lieu dans lequel on est, qu'il faut apprendre à diagnostiquer d'une manière la plus objective possible, pour pouvoir bien définir ce qu'est l'endroit dans lequel on est. Et ces endroits, ils sont particuliers. Et en plus, comme c'est la nature, ils évoluent en fonction de leur histoire, de ce qui se passe. C'est toujours en mouvement, c'est le vivant. Et on veut aller vers un point idéal qui va être la production de légumes et éventuellement de fruits à l'intérieur du jardin. Et donc, il faut bien avoir en tête ces deux points. Donc, on a essayé à plusieurs d'essayer de définir quels étaient les prérequis pour la culture maraîchère. Ces prérequis, à mon sens, ils sont valables pour n'importe quelle manière de produire les légumes, que ce soit en MSV, en conventionnel, en bio, en hydroponique. Dire le légume, il a des besoins. Après, on utilisera plusieurs outils pour arriver à pourvoir à ces besoins. Et donc, si on n'a pas en tête ces besoins, c'est difficile d'être à son service. Si une personne ne sait pas ce qu'elle veut, c'est difficile de s'occuper d'elle, quoi. Et du coup, ces prérequis, on les a mis sous la forme d'une fleur. Et du coup, voilà, quoi. Ce qu'on a retenu, on a essayé de représenter ça de cette manière-là. Un légume, pour qu'il puisse pousser, il faut que tout ça dans le jardin soit mis en œuvre, quoi. Et que plus ces choses-là sont, comment ils s'appellent, plus ces choses-là, on y a répondu, plus on a certainement de chances de réussir
à avoir des légumes. Donc du coup, on va partir éventuellement du sol. Il faut, comme on l'a vu hier, il faut que le sol soit super bien aéré. Donc c'est ce qu'on a vu, il faut qu'il y ait 50% d'air dans le sol. Donc si, quand je veux rentrer ma canne à planter, là, comme il est là, en fait, j'arrive pas à la rentrer dans le sol, je veux dire, ça force, ça ne veut pas se rentrer, ou quand je l'ai rentré, en fait, le sol ne s'effondre pas sur le plan que j'ai déposé ou la graine qui s'est déposée, ben, il y a des grandes chances que l'espèce que je vais avoir mis dans ma canne à planter, elle va ramer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de porosité. Donc il va falloir réfléchir à se dire, bon voilà, je tente quand même le coup, je le mets dans le carrelage, je m'emmerde à faire tout ça, il n'y a pas de souci. Avec un peu de chance, Dieu va m'aider et je vais avoir des légumes. D'expérience, c'est pas que Dieu veut pas m'aider, mais des fois je fais vraiment le con. Et là, il peut pas. C'est pas ça marche pas, c'est comme ça, quoi. Et donc j'ai fait ce genre de plan et donc du coup avec la canne à planter, je rentrais dans le sol, donc sous un mulch, hein, j'avais tout bien fait, j'avais mis la matière organique, j'avais mis un mulch et tout le reste, je rentrais ma canne à planter, ça lissait le bord, mon haricot il se recouvrait pas, il restait bien au fond du truc, puis après quand il pleut, ça fait une petite baignoire, ça se remplit d'eau. Bon, généralement en été, quand il se met à pleuvoir au point que ça rentre, c'est que tout a refroidi, et chez moi c'est vachement, donc le climat m'aide pas. Le grain il germe un peu, une partie pourrie, l'autre partie arrive à lever, les limaces bouffent tout, celui qui reste, il n'arrive pas à mettre de racines, il reste petit comme ça et jaune. Et du coup, en fait, c'est parce que j'ai insisté à vouloir mettre en place une culture dans des conditions qui ne répondaient pas aux besoins du haricot. Et donc, il a eu beau faire tous les efforts pour faire du haricot, à un moment donné, il n'y arrive pas, quoi. Il n'y arrive pas. Donc ça, c'est super important. Il faut toujours avoir en tête que son sol, dans l'idéal, c'est 50% d'air à l'intérieur. C'est pour ça qu'on mouline les sols avec des outils mécaniques. Hein. C'est pour arriver à cette structure qui permet d'avoir 50% d'air. Et quand je travaillais le sol, pareil, comme jeune recrue du monde agricole qui a été formé à rien, et puis en plus qui ne voulait pas être formé, quoi. Et du coup, j'ai fait des labours à la con sur des terres lourdes où j'ai démonté la structure qui n'était déjà pas vraiment présente. J'ai pas su utiliser les outils qu'il fallait pour affiner le sol. Et j'ai planté une multitude de choses, des melons, des courgettes, des choses comme ça. Et à chaque fois, le point commun qu'il y avait, c'était aux endroits où la structure avait été détruite, où ça avait été bétonné par le travail du sol. Mes melons, mes courgettes restaient jaunes, elles ne poussaient pas. Et aux endroits où il y avait une structure acquise, pas par mon travail, mais souvent parce que j'étais en bordure de la haie, et donc la nature avait déposé des feuilles et avait créé une structure biologique. Donc même par mon matraquage du travail, j'avais de super beaux légumes. Et du coup, parce que je n'avais pas été capable d'introduire de l'air dans le sol. L'autre chose qui est super important, c'est la plante, il faut qu'elle ait à manger. Donc les outils qu'on va utiliser pour mesurer juste je finis par rapport à l'aération, ça va être la texture, va participer à l'aération d'un sol, suivant les textures. Si elles sont un peu grossières, que c'est du sable, des cailloux, il y aura un peu d'air dans le sol. Si c'est des textures très fines, comme les argiles, rapidement on a des sols en fait, qui ont très peu d'air à l'intérieur, qui se tassent. Et ensuite, l'élément qui est évolutif, la texture c'est une chose. On peut rien changer à la texture, quoi. C'est de la génétique. Si on a un sol argilo-calcaire, on restera avec un sol argilo-calcaire. On ne pourra pas faire un sol sableux, quoi. Par contre, la structure, ce qu'on appelle la structure, l'organisation des particules du sol, en fait, ça, on peut y agir dessus. Donc, on peut y agir par la voie mécanique, en fragmentant le sol, ou par la voie biologique, en aggradant le sol, quoi. Et du coup, la structure va être l'élément de mesure de la porosité de ton sol. Enfin, un des éléments, quoi. Mais c'est l'élément le plus facile à observer parce qu'en fait, c'est relativement simple d'observer la structure dans un sol, quoi. Et donc, en observant la structure, on va pouvoir imaginer si on a assez d'air ou pas assez d'air, quoi, à l'intérieur du sol.
L'autre élément qui est super important, ben, c'est pour la nutrition de la plante. Si la plante n'a pas les minéraux, donc je l'ai expliqué hier, il n'y a que 2% de minéraux qui participent à la construction de la plante, mais ce sont des catalyseurs. Et s'ils ne sont pas là, en fait, tout le processus photosynthétique ne peut pas se faire. Donc l'élément phare de ces éléments nutritifs, c'est l'azote. Puisque si je balance de l'azote, et on le voit les paysans quand ils balancent de l'azote sur leur maïs, il est comme ça, et tout d'un coup il devient vert, il se met à pousser à gogo. Mais ça va jusqu'aux oligo-éléments qui sont beaucoup plus infinitésimales, mais qui ont autant d'importance sur la nutrition, sur la croissance harmonieuse de la plante, quoi. Donc pour pourvoir à ça, il faut que le sol va être puisé, ces minéraux, ils vont être puisés dans la matière organique et ils vont être puisés dans la matière minérale du sol, quoi. C'est là où la plante va réussir à extraire ces minéraux, même s'ils ne sont pas tous d'origine du sol, quoi, puisque l'azote vient de l'air, mais à un moment donné, il se retrouve à l'intérieur du sol, dans la matière organique, cet azote. Donc ça va être deux indices qui vont nous dire si oui ou non, j'ai suffisamment de nutriments dans le sol, quoi. La qualité de matière organique et la nature chimique de notre roche-mère qui aura pourvu en minéraux dans le sol, quoi. L'autre facteur qui est super important, mais qui est primordial, c'est l'eau. Un légume, il faut qu'il soit ni dans trop d'eau, ni dans pas assez d'eau. Il aime ni l'excès d'eau, ni le manque d'eau. Et donc il faut qu'il ait toujours une quantité suffisante d'eau pour pouvoir pousser en non-stop. Donc trop d'eau, on nique l'aération, on asphyxie les racines, on intoxique la plante. Pas assez d'eau, mais la plante, elle produit, elle fait circuler les nutriments à l'intérieur de son organisme par l'eau. Et en plus, elle dissocie l'eau pour récupérer l'hydrogène pour fabriquer des sucres. Donc si elle n'a pas d'eau, elle peut avoir des nutriments qui ne viennent pas jusqu'à elle, elle peut avoir du soleil. Il ne se passe rien parce qu'en fait, elle n'a pas de matière première pour fabriquer des sucres. Donc il faut jamais qu'elle manque d'eau. Donc on a des outils à notre disposition pour ça. Le drainage, s'il faut passer par le drainage, il faut le faire. Moi je conseille qu'à un moment donné, quand on arrive sur un lieu, il faut gérer l'eau. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut gérer l'eau. Il faut se dire, voilà, où c'est qu'elle s'accumule, où c'est qu'elle stagne. Et si elle s'accumule à un endroit, et si elle stagne à un endroit, et que cet endroit c'est là où on va faire le jardin, soit on ne fait pas le jardin, on fait une mare, ou on ne fait rien, on laisse partir en live, soit si on fait un jardin, on va entreprendre du génie civil, on va creuser un fossé pour évacuer jusqu'à une mare, on va apporter des drains, et on va faire en sorte qu'il n'y ait jamais de saturation d'eau, mais ce que j'appelle jamais, quoi. C'est même pas, on ne se dit pas, oh ben c'est pas grave de décembre à mars, c'est saturé en eau, j'ai pas de légumes, j'ai toujours rentré en silo. Non, parce qu'en fait, les légumes, quand on va les remettre en avril, en fait, le travail de l'eau sur la dégradation des matières organiques aura été fait, quoi. Et du coup, la plante va rentrer dans quelque chose où la vie s'est éteinte, elle aura du mal à repartir. Sans compter que l'excès d'eau va faire que le sol va rester froid en plus. Enfin, c'est pas bon, quoi. Il faut que ça dégage. Et ensuite, il faut pourvoir en eau. Donc, quand on fait un jardin, il ne faut pas se dire je suis en MSV ou en permaculture ou en agriculture biologique, j'aurais besoin de moins d'eau que le mec en conventionnel. Non. La plante, elle a des besoins en eau. Elle a des besoins physiologiques en eau suivant les espèces. Pour produire, je sais pas moi, une tonne de tomates, il faut tant de litres d'eau. Si elle n'a pas cette quantité de litres d'eau, elle ne produira pas de tomates. Ou elle va produire moins en tomates. Alors on va dire plus goûteuse, plus ceci, plus cela, oui mais d'accord, mais on peut avoir de la tomate irriguée goûteuse. On n'est pas obligé d'assécher la tomate pour avoir la tomate goûteuse, quoi. Du coup l'irrigation, il faut la prendre en compte. Il faut savoir si je vais avoir assez d'eau pour la totalité de mon jardin. On en reparlera tout à l'heure de ça. L'autre facteur hyper important, c'est le climat. Les plantes, chacune, ont des besoins, évoluent entre ce zéro végétatif et ce maximum de croissance. La variation, elle dépend de l'origine de la plante. Si on prend une carotte qui pousse dans nos régions et qui a été obtenue et travaillée par les
par les jardiniers locaux, c'est-à-dire du pourtour méditerranéen et un peu peut-être le sud de la France, c'est sorti dans ce coin-là, là. La carotte à l'origine. Ben, c'est des euros végétatifs, je crois qu'ils sont aux alentours de 8 et ça doit monter à 22, 23 ou un truc comme ça, de tête comme ça j'imagine. Mais par contre, si je prends une plante tropicale comme la tomate ou l'aubergine, ben, c'est du 15, 25. Donc forcément, je ne vais pas avoir les mêmes caractéristiques climatiques pour une tomate que pour une carotte, d'où la nécessité des fois, ben, soit on s'adapte dans le calendrier de culture à la phase du coin qui permet d'avoir la température optimale. Donc ça ne nous vient pas à l'idée de faire une plantation de tomates au mois de mars en plein champ. Par contre, on peut imaginer faire un semis de carottes au mois de mars-avril, et il y a des grandes chances qu'il passe. Soit eh bien, je construis autour de la plante une serre, des pédicettes, et c'est tout le génie, du 19e et 20e siècle qui ont créé des milieux artificiels dans lesquels les plantes pouvaient pousser de régions très éloignées en milieu. Mais en tous les cas, ça se soigne. On anticipe ça, quoi. Et on essaie, sur chaque plante, de connaître ses zéros végétatifs. Et du coup, il varie entre le jour et la nuit en plus. Et après, il y a la température de l'air et la température des racines. La température des racines est un facteur très très limitant, surtout au printemps, quoi. On peut avoir la température de l'air, mais qui est zéro croissance, parce qu'en fait, le sol est encore beaucoup trop froid. Et du coup, la température du sol est trop basse pour que les racines puissent se développer. Et du coup, la croissance est arrêtée. Ça se passe souvent au printemps, en fait. On a des moments où il fait chaud, et du coup, l'air est largement chaud pour que la tomate pousse, mais en fait, elle ne pousse pas, parce que le sol est beaucoup trop froid. Donc à ce moment-là, si on a anticipé de mettre une tomate un peu tôt, on va mesurer la température du sol et voir si c'est le moment de mettre la tomate ou pas le moment de mettre la tomate, quoi. Si on a un sol qui reste à 10, 11, 12, même si on a l'impression qu'il fait chaud, mais pas de tomate, elle ne va pas pousser, quoi. Elle va pousser beaucoup plus tard, quoi. Donc soit on se démerde à faire monter la température du sol, soit on attend avant de les planter, ça ne sert à rien de les planter, quoi. Ça sert à rien de les planter, elles ne pousseront pas, quoi. Donc ça, tous ces chiffres, ils sont faciles à trouver parce que le maraîchage conventionnel a déjà défini ça depuis, je sais pas moi, depuis 1920, quoi. C'est déjà tout défini. Donc on arrive facilement à voir tous ces zéros végétatifs de chaque plante. On les connaît dans les manuels de maraîchage. Ce que je dis, c'est commun pour tous, quoi. Et après, forcément, la question de la mauvaise herbe, donc il faut avoir une gestion des vivaces, une gestion des dites mauvaises herbes ou adventices hyper rigoureuse. On ne plante pas un légume s'il y a un petit rond comme ça de chien dent dans le champ, quoi. On ne plante pas un légume là-dedans parce qu'il ne gagnera jamais. Un légume, il ne gagnera jamais face à une plante sauvage. La plante sauvage, elle est hyper adaptée à son milieu. Et du coup, si elle est là, c'est qu'elle est en adéquation avec le pédoclimat, donc elle prendra toujours de l'avance sur le légume, tout le temps. Donc il faut être hyper soigneux au niveau de la gestion des herbes. Il faut avoir anticipé comment on va gérer l'herbe avant même de planter. Et l'autre élément qui est hyper important, c'est pour ça qu'on l'a mis au centre, parce que ça nous paraît majeur, c'est qu'il faut que le jardinier soit en accord avec son projet. Si on n'est pas en phase avec ce que l'on fait, le maraîchage, ça demande tellement d'efforts, c'est tellement soumis à l'échec, on est tellement mal payé quand on fait du maraîchage, que si on n'est pas en accord avec son projet, on va se faire démonter au niveau. C'est la porte ouverte au burn-out, quoi. On ne tient pas la route. Donc il faut toujours être au clair. Voilà, quoi. Moi, je voulais vendre en AMAP, je me retrouve à vendre à Leclerc, ça le fait pas, quoi. Moi, je voulais avoir une petite structure et faire un petit jardin, et je me retrouve avec 2-3 salariés, je sais pas moi, des machines à tour de bras, mais à un moment donné, ça va péter. Le mec, à un moment donné, il va lâcher, quoi. Je veux dire, il va tenir pendant un temps parce que, voilà, la force des choses, la pression économique, l'engagement, l'orgueil, tout ça à faire tenir, mais à un moment donné, il va lâcher. Par contre, s'il disait, moi, je voulais avoir un jardin avec des fleurs, des mares, des machins, des bidules, enfin, tu vois, quelque chose, ça, je parle pour moi, quoi. Et qu'à la fin, il a un jardin avec des fleurs, des mares, des machins, des bidules, même si son bas de laine, il diminue, le mec, il a au moins son jardin avec des fleurs, des mares et tout ça, et il se met au milieu de son truc, il dit, ah, c'est quand même joli ce que j'ai fait, quoi. Je suis content de moi, quoi. Et surtout qu'apparemment, en vieillissant, moi, j'y croyais pas trop, mais en vieillissant, apparemment, on perd de la force. On perd de la force physique.
On a tendance à s'engourdir un petit peu dans son corps et on est moins énergisé que quand on est super jeune. Donc si quand on arrive vers 49-50 ans, et qu'en fait on n'a rien de ce qu'on espérait quand on avait 20 ou 25 ans, et qu'on a tout à rebâtir, et qu'on a plus cette énergie du mec de 20 ans qui peut tout balancer et refaire un truc, et bien alors là, et c'est pas par hasard si les burn-out ils tapent vers cet âge-là, quoi. Parce que les mecs à un moment donné, ils sont là et ils se retrouvent prisonniers d'une situation, et puis en fait ils n'ont plus forcément l'énergie de repartir. Donc il faut être vraiment vigilant sur de l'introspective et pas avoir peur de rêver, quoi. C'est-à-dire, le rêve n'est pas forcément quelque chose de nocif. Ça peut être vraiment une expression de soi, du cœur, quoi. Même si ça paraît farfelu pour le voisin, même si ça paraît idiot pour la communauté, en fait, c'est pas forcément idiot pour soi, quoi. Et ce que je me rends compte, si on est bien au clair sur son rêve, si voilà, on rêvait de quelque chose, c'est pas juste une espèce de rêve nébuleux qui, comme il s'appelle, qui s'éteint au fur et à mesure, 2 heures après qu'on s'est réveillé ou 2 minutes après qu'on s'est réveillé. Vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et bien souvent, quand on se donne les moyens, ben, ce rêve-là, il devient une réalité à un moment donné. Il existe et puis il n'est pas saugrenu du tout. Voire même par moment, ben, ce rêve, en fait, il s'avère être pionnier, quoi, et puis il amène quelque chose de nouveau dans la communauté, quoi. Donc une communauté qui serait tournée vers la créativité, qui serait tournée vers la croissance, vers la compétitivité, ben, elle devrait encourager le rêve, hein, plutôt que de les casser, à mon sens. Parce que c'est vraiment c'est le départ souvent d'une créativité pionnière qui amène quelque chose de nouveau et qui peut devenir un objet de rentabilité à un moment donné, pour ceux qui veulent en faire de la rentabilité, quoi. Du coup, voilà, donc je reviens à l'eau. L'eau, il faut qu'elle soit gérée. Ça, je remets l'accent là-dessus, parce que c'est sûr, c'est super important, la matière organique, le machin, le bidule, tout ce qu'on a parlé. Mais si on a des zones qui s'asphyxient, des zones qui manquent d'eau, en fait, ben, tout le travail qu'on va avoir fait avec le soin à apporter de la matière organique, le soin à choisir de vieilles variétés, à ne pas utiliser d'hybrides et fins, la capacité à se trouver un coin de vente, eh bien, on peut tout perdre par le manque d'eau ou l'excès d'eau. Donc, c'est les points là. Voilà, ouais, donc les eaux de ruissellement, il faut faire en sorte qu'elles se barrent dans un coin. Moi, je les ai récupérées à un endroit et j'en ai fait des lieux de stockage, pas pour l'irrigation, mais de stockage pour créer de la biodiversité et en même temps me faire des coins jolis. Donc les eaux de serre, les eaux de pente, toutes ces eaux-là en fait qui se promenaient un petit peu partout dans le jardin et qui me créaient des zones d'asphyxie. En fait, ben, par un peu de travail de génie civil à la pelle et à la bêche, ben, je les ai concentrés dans des points. Et du coup, maintenant, moi je me souviens des moments où l'eau finissait par rentrer dans la serre, quoi, et on se casse le cul à poser une serre. Ça coûte des thunes, c'est du travail. On met en place les cultures, il se met à pleuvoir d'une manière excessive, et on a un tiers de la serre qui est totalement inondée, où le sol s'effondre. Et donc il ne reste plus que 2 tiers dans lequel en fait ça pousse, et on a le premier tiers où il n'y a rien qui pousse, et c'est l'explosion de plantes qui arrivent à pousser là-dedans, donc de la panique. Donc je me souviens, voilà, ce tiers de serre, là où on traverse une espèce de jungle de mauvaises herbes, où les plantes sont carrément mortes, avec un endroit qui s'est tassé, qui s'est ouvert, qui s'est fendu. Et puis à un moment donné, on arrive derrière, et puis effectivement, on a des légumes derrière, quoi. Mais un tiers, ça représente 30% de perte. Et c'est pas rien, 30% de perte sur une production. Ça fait un paquet de thunes, quoi. Ben, j'ai juste fait en sorte que l'eau n'arrivait plus là. J'ai fait une mare, c'est l'endroit où je passe avec le tracteur, là, vous voyez ? L'endroit où je passe le tracteur. Donc j'avais effectivement à cet endroit fait un fossé à la main, vite fait, pour que l'eau s'évacue. Mais comme je passais avec le tracteur, régulièrement, ce fossé, je le rebouchais. Et du coup, dès qu'il y avait un orage ou une pluie forte, et bien, comme le fossé n'était plus là, ça repassait dans la serre et c'était nickel. Le fait d'avoir tout bétonné, tout fait en sorte pour que ça soit bien, mais maintenant, il peut tomber de l'eau, de la sauce, tout ce qu'on veut, ça part dans le ruisseau en étant tamponné par les mares. Et en plus, moi, je me suis fait plaisir, je me suis fait un truc où je peux rouler dans le tracteur dans l'eau, quoi.
Donc ça n'a pas de sens. Mais j'en avais envie, quoi. J'en avais envie. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'aller en Amazonie et je m'imagine qu'en Amazonie, il y a des gués. Et tout d'un coup, je me transforme en brésilien, quoi. Je passe à un tracteur, donc j'ai des grenouilles qui sautent de tous les côtés quand je passe le tracteur. J'ai des auréoles d'huile sur l'eau, mais comment il s'appelle? Ouais, ça me fait plaisir. Et que tu as tous les maraîchers. Alors, et j'ai fait ça et après, donc c'est un endroit, on peut passer, je passe là. Et pour couronner le tout, je me suis dit, quand je l'ai construit, je me suis dit, mais ça serait super sympa s'il y avait une autre mare à côté. Et si je mettais comment on appelle ça, des pas japonais. Donc c'est en plein milieu du jardin, c'est le carrefour, c'est là où je passe 20 fois dans la journée. Et donc j'arrive, comme ça, et puis d'un coup, je fais ma grenouille, je passe sur mes pas japonais, et je repars au boulot. Et donc les maraîchers, quand ils arrivent, ils disent, mais qu'est-ce que tu as fait là? Tu as des poireaux là-bas au fond, tu fais comment pour les ramener? Eh bien, comme ça, à la main, quoi. Et quand je passe avec la brouette, il faut que je me mette en équilibre sur mes pas japonais pour pouvoir passer. Et en hiver, forcément, par moments, je glisse, quoi. Je mets les pieds dans l'eau, j'ai les pieds trempés. Quand je sors mes chaussures, c'est tout fripé. Mais voilà, c'est du rêve, en fait, je suis content. Je ne mets pas japonais, c'est complètement irrationnel, ça n'a pas de sens. D'un point de vue économique, dans une logique libérale stricte, je suis mort, quoi. Mais en tous les cas, moi, c'est ce qui me permet d'aller dans mes poireaux. Parce que quand je passe, je vois une grenouille sauter, et puis je me dis, c'est joli quand même, des pas japonais. C'est joli, quoi. Voilà, et je pense que, enfin, à mon sens, c'est super important de soigner ça dans son jardin. C'est vachement important de soigner ce côté, peu importe, pas forcément des pas japonais pour tout le monde. Et vous voyez ce que je veux dire? Ce truc qui correspond à quelque chose qui vient de soi, un peu ce côté gamin, quoi, ce côté enfant, là, où on joue, en fait, on joue avec son travail, quoi. Donc pour ça, il y a des outils. Et donc les moyens, donc on avait mis quoi? Les moyens, c'est le drainage qui permet d'évacuer l'eau, mais ça peut être aussi des plantes actives sur le sol, donc les engrais verts, en l'occurrence, vont permettre au sol de mieux se ressuyer au printemps. Donc là, c'est tout, on va dire, tout le génie civil, et là, c'est le génie végétal, en fait, qui va permettre aussi de favoriser l'infiltration et l'évapotranspiration, quoi. Une année, j'avais fait des pommes. C'était en 2013. Il avait flotté ce printemps-là, mais tous mes potes et tout, ça pourrissait dans les champs, les pommes de terre avaient pourri et tout. Au début, moi, j'avais fait une pomme de terre plantée à l'intérieur d'un engrais vert. Et j'avais laissé pousser l'engrais vert et la pomme de terre avait fini par lever. Ben, j'avais eu zéro pourriture de pommes de terre parce qu'en fait, dans le système racinaire des plantes, en fait, ça ressuyait. Il tombait beaucoup d'eau, mais l'eau arrivait à s'infiltrer en suivant les racines. Bon, dessous, il y a les drains, ça aide aussi, quoi, que ça se barre. Et après, la plante, elle evapotranspire vachement. Au printemps, elle pompe de l'eau, elle dessèche les sols, en fait, quoi. Pour produire de la biomasse, il faut qu'elle prenne bien son hydrogène quelque part, et elle le prend dans l'eau, quoi. Donc, du coup, j'avais mes pommes de terre, en fait, qui ressuyaient. Donc, l'utilisation de la plante pour essuyer, c'est un bon outil, quoi. C'est un bon outil. Ensuite, c'est gérer les manques en eau. Donc pour gérer les manques en eau, les principes, c'est il faut connaître les besoins en eau de ces cultures. Donc c'est pareil, sur ça il y a des abacs. Ça a été très défini par nos précédents. Il faut connaître sa pluviométrie. C'est super important de connaître sa pluviométrie. Et sa pluviométrie par mois, pas sa pluviométrie à l'année. Parce que dans le sud-est, il pleut autant, enfin le sud-est de la France, il pleut autant qu'à Paris. Mais c'est beaucoup plus sec dans le sud-est, parce qu'en fait, l'eau, elle tombe en 3-4 fois dans l'année, alors qu'à Paris, c'est une lame régulière, quoi. Donc il faut connaître sa pluviométrie par mois, quoi. Et ensuite, il faut connaître la capacité de rétention en eau de ces sols, savoir ce que ces sols peuvent contenir, si c'est un sol sableux pour eux qui perd toute l'eau, ou si c'est un sol argileux qui peut gagner, ou si c'est un sol humifère qui va garder plus ou moins l'eau. Et ensuite, il faut évaluer la disponibilité en eau pour l'irrigation, donc il faut bien connaître les quantités d'eau qu'on a. Pas se dire, ah, super, j'ai un puits, je vais arroser, puis je mets ma pompe, une demi-heure après, j'ai plus d'eau, quoi. Il faut savoir est-ce que ça va pourvoir en eau suffisamment. Donc c'est les puits, les ruisseaux, les mares, les étangs qui vont permettre de connaître l'évaluation. Et après, effectivement, on a des moyens actifs que là, on va utiliser
en maraîchage sol vivant ou en agriculture biologique de manière générale, quoi. Pas forcément de manière générale, quand on joue sur le taux d'humus, sur la capacité à ouvrir le sol, à le rendre poreux en profondeur. Donc si vous prenez un rotavator avec une charrue, vous allez avoir comme zone d'exploration des racines une trentaine de centimètres. Vous avez 30 cm d'exploitation de racines qui va être fait. Si vous utilisez un outil mécanique ou pas d'outil mécanique, peu importe, mais qu'à ça, vous y avez rajouté des engrais verts qui sont capables de descendre à 1,20 m. Moi, j'ai fait des profils de sol sur des blés que j'avais semés. J'avais de la racine à 1,20 m, ou la fève-rolle à 1,20 m, vous avez de la racine, quoi. Et donc, si avec les vers de terre et les racines des plantes, il y a une possibilité d'exploration jusqu'à 1,20 m du sol, on a des légumes qui ont une génétique qui va réussir à descendre quand même plus profond qu'aux 30 cm. Et donc du coup, on va accroître la surface d'exploitation et donc la capacité à rétention des eaux en eau va être supérieure, quoi, en fonction de ça. Et on va éviter l'évapotranspiration grâce au paillage. Le paillage va aider vachement à éviter l'évapotranspiration, quoi. Mais ça vient après le... On ne se contente pas juste du paillage, de l'humus et du système racinaire pour dire voilà, j'ai géré l'eau. On garde en tête qu'il faut quand même de l'eau sonnante et trébuchante, quoi. Quelque chose qu'on peut balancer dessus. Donc on anticipe d'avoir des réserves d'eau, quoi. Bon, ça c'est un peu la même chose. En bas, la question de la mauvaise herbe. La mauvaise herbe est une concurrente pour l'eau. Donc on évite d'avoir trop de mauvaises herbes dans le champ parce qu'elle ne va pas prendre que les nutriments, elle va prendre l'eau aussi, quoi. Bon voilà, ouais, ça c'est tous les outils. On va peut-être pas passer des heures. Se souvenir qu'au niveau de l'activité biologique, s'il n'y a pas d'eau, l'activité biologique s'effondre. Donc c'est autant important pour les plantes que l'on cultive que pour la vie du sol aussi. On n'arrose pas que pour produire, on arrose aussi pour maintenir la vie dans le sol, quoi. Donc une zone que l'on ne travaille pas, par exemple une serre, qui à un moment donné il n'y a plus de récolte, on ne la laisse pas se dessécher en fait. On lui remet un peu d'eau, même si on n'a pas remis une culture, on rebalance un peu d'irrigation dessus, forcément sur du paillage, pas sur un sol à nu. Moi je parle sur des systèmes où il y a du vivant en fait, où il y a de la matière organique et tout ça. Et on peut faire une irrigation, si on n'a pas pris le temps de mettre un engrais vert parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas le temps, on ne laisse pas sa serre dessécher. Parce que si on laisse sa serre dessécher, en fait, l'activité biologique s'effondre. Alors que si on rebalance de l'eau, en fait, on arrose ça, comment il s'appelle, sa vie du sol, en fait. Et en arrosant sa vie du sol, eh bien, quand on va réintroduire la nouvelle plante, on va réussir à avoir, une activité biologique suffisante pour accueillir ces nouvelles plantes, quoi. Donc pour adapter le climat, eh bien, on a les serres, les toiles de forçage, les filets paragrèles, les chaufferettes, enfin tout ce que nos collègues ont mis en place. Et ensuite, en biodynamie, on utilise, je ne sais pas si vous connaissez, la préparation de valériane pour lutter contre le gel ou apporter un peu de chaleur. Donc c'est une préparation qui est utilisée pour le compost. C'est de la fleur de valériane écrasée. Donc on a un jus de fleurs de valériane qu'on stocke dans une bouteille sombre au noir. Et ensuite on mélange ça dans de l'eau, on le dynamise pendant 20 minutes et on l'asperge sur le tas de compost. En l'aspergeant sur le tas de compost, en fait, on crée une forme de chaleur autour du tas de compost qui va permettre à ce que le compost, avec votre préparation, trouve un équilibre harmonieux pour pouvoir digérer et faire ce levain. Certains biodynamistes l'utilisent en prévention contre le gel, quoi. Ils aspergent les fruitiers ou au moment avant qu'il y ait des gelées pour créer cet espace, ce qu'ils appellent un éther de chaleur. Bon, et ensuite, surtout, c'est ce que je parlais par rapport à l'agroforesterie dans le descriptif de mon jardin. En fait, on peut créer des bâtiments, on va dire des bâtiments type serre pour créer des microclimats, mais aussi on peut créer des bâtiments avec le végétal. Donc la haie qui coupe le vent, l'agroforesterie, les grandes surfaces d'eau si on est à côté d'un bassin d'eau,
les murs, comme faisaient les Parisiens au 19e, qui cultivaient derrière des murs. Donc il y a d'autres outils que les outils modernes qui permettent de fabriquer des lieux dans lesquels le climat est à l'optimum, quoi. Moi, c'est ce que j'essaie de faire chez moi, quoi. Au-delà de mes serres, du plastique et de tout ce que j'utilise, j'aimerais réussir à fabriquer ce fameux bâtiment vivant, végétal, qui permette de créer un milieu dans lequel le climat tend à l'optimum, quoi. Et ça, tout le monde l'a remarqué. Si vous vous promenez dans un champ, quand vous êtes en bordure de la forêt, généralement, vous passez une zone qui a été très découverte pour de la grande culture. C'est l'hiver au plus froid. Quand vous sortez de la lisière de la forêt, vous sentez le froid et le froid devient de plus en plus violent quand vous rentrez au milieu du champ. Et quand vous rapprochez à nouveau la lisière de la forêt, en fait, vous arrivez dans un milieu qui est plus ou moins climatisé. Et les températures sont réellement plus basses, c'est pas qu'une sensation, quoi. Et à l'inverse, quand il fait très chaud, vous vous éloignez du végétal, de l'arbre, vous passez dans le champ, vous brûlez, et quand vous arrivez de l'autre côté, à nouveau, putain, ça fait du bien, quoi. Et ça, c'est parce qu'en fait, l'air dans le végétal, il est coincé, il bouge plus, quoi. Et ça fait comme quand je mets une laine. En fait, ce qui fait que j'ai chaud, c'est parce qu'en fait, l'air bouge plus, et j'ai une espèce de, comme l'air, il est bloqué dans les fibres, en fait, je garde la chaleur. Et du coup, quand on construit avec du végétal autour du jardin, en fait, on lui met un chandail, en fait, au jardin. On lui met un joli tricot qu'on a tricoté soi-même en plantant des arbres et tout le reste, mais à un moment donné, on verrouille l'air, et l'air, il bouge plus. Et le fait que l'air bouge plus, en fait, c'est moins sujet aux variations de température, comme ça. Du coup, ça, pour moi, c'est l'outil de construction du jardin sur le long terme, vraiment. Cette capacité à confiner les lieux, à les rendre beaucoup plus cocoon, beaucoup plus... Ces grandes surfaces, comme vous avez ici, comme nous en France, ou de monoculture, de quoi que ce soit, à perte de vue, en fait, c'est vraiment pas les endroits où on répond aux conditions idéales de la culture de plantes domestiquées, quoi. Parce qu'elles n'aiment pas ça, quoi. Elles sont très doudouilles, en fait. Nos légumes, sont des plantes doudouilles. C'est le truc, c'est des gros bébés doudouilles qu'il faut toujours protéger, quoi. C'est le truc qu'on ne peut jamais le lâcher, qu'on ne peut jamais lui dire « vas-y, démerde-toi ». Autant le chien-dent et le chardon, c'est du genre le poilu de Verdun, quoi, le truc, tu le mets, tu le bombardes de Roundup, tu vois, lui, il est au front, quoi. Espèce de truc indestructible. Tu vois, le prussien, quoi. Le truc qui rentre, quoi. Tu vois. Comment il s'appelle le légume, c'est une espèce de truc doudouille, il faut toujours le protéger, toujours penser à lui, tu vois, toujours lui dire qu'il est beau, quoi. Tu vois, le truc, c'est dans le genre, toujours le sécuriser. Alors, tu vas bien, qu'est-ce qui te manque, c'est quoi que tu veux aujourd'hui? Oh, t'as des chenilles. Elle est pas là. Comment je vais faire, tu vois? C'est pour ça que toi, t'es infirmière, tu comprends ça? C'est un espèce de gros bébé, là, qu'il faut toujours assister, perfuser. Et si tu fais pas ça, le truc, il te fait un caca nerveux, une rougeole, tu vois, un truc, il pousse pas, quoi. Et à côté, t'as le prussien, lui. Et là, à côté, il n'y a rien qui le détruit, quoi. Moi, j'ai vu des pommes de terre où il y avait le chien-dent et il me faisait des chapelets de pommes de terre. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, dans le maraîcher, quoi. Donc, j'ai planté des pommes de terre dans du chien-dent, naïf, sûr de ma réussite. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, tu sais. J'avais déjà vendu mes paniers, tout était OK. Et à la fin, quand tu passes le soc pour arracher tes pommes de terre dans un truc dur comme... où il y a 3 pommes de terre, quoi, et 2000 dorifores qui sont en train de se transformer en dorifores à côté, quoi. Des chapelets. L'autre, c'est... Le chien-dent, lui, il connaît que la ligne droite, quoi. Tu vois, dans le genre, il avance, quoi. Il y a un caillou, il le bouge. Il y a une pomme de terre, il la transperce, quoi. Mais ça, moi, je connais aucun légume qui est capable de faire ça, quoi. Dans le genre, oh, il y a un caillou, je vais pas y aller, quoi. Tu vois, un truc... putain, je vais faire quoi de toi? Ça, c'est l'enfant, tu sais pas quoi en faire, quoi. Je vais faire quoi de lui? Mais en fait, si tu le protèges, tu te rends compte qu'il est vachement créatif, le truc. Tu vois, il fait des super beaux trucs, quoi. Donc voilà, donc on va essayer de créer ce truc doudouille. C'est pas facile de créer ce truc doudouille, surtout quand on est un peu brut. Soi-même et qu'on a un côté prussien, on capte pas toujours le côté doudouille, quoi, des autres. Donc genre, tu vas pousser, nom de Dieu, il y en a marre maintenant, quoi. Je vais aller chercher le rotavator et tu vas pousser, moi je te le dis, quoi. Je te laisse asperger le produit, il va pousser ce con. Hein.
Il a poussé, quoi. Non, ça va, c'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas pleurer, quoi.